Donc cette session qui sera animée par Monsieur Reda Souirsi, j'espère ne pas écorcher le nom. Merci Reda et désolé. Je vous laisse la main et n'hésitez pas donc à être en interaction sur la dernière partie de la session pour poser vos questions ou apporter vos témoignages afin de nourrir le débat et la compréhension autour de Global Gateway. Merci encore à vous. Excellente session. On va réussir à avoir une session passionnante grâce à un panel d'intervenants très variés et puis vraiment au cœur des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, que je vais commencer à présenter. Donc, Madame Christine Cabot, vous êtes aujourd'hui directrice générale du groupe CMA-CGM en charge des actifs groupes et opérations. Et vous avez une longue carrière à la fois au sein du groupe CMA-CGM, mais aussi en tant que directrice de Grands Ports Maritimes français. Donc une expérience tout à fait holistique qu'on va écouter avec grand intérêt. Monsieur Rémi Julien, donc vous avez une carrière finalement dans les SI et la sécurité maritime qui vous amène aujourd'hui à travailler donc pour MGI, opérateur de Port Community System ou système communautaire portuaire et opérateur notamment du Grand Port Maritime de Marseille en la matière. Et donc vous allez pouvoir effectivement nous faire part de comment ces systèmes contribuent à la communauté et au bien-être de la communauté portuaire. Monsieur Thomas San Marco, vous êtes directeur général de la Compagnie nationale du Rhône, que vous nous présenterez, et qui est à la fois un opérateur de navigation et de transport maritime, mais aussi un opérateur énergétique. Et monsieur Nicolas Castel, donc, vous êtes responsable, on est chef de bureau adjoint, je pense, au ministère de la Transition énergétique, MTES, et vous avez été notamment en charge de rédiger et puis aujourd'hui d'accompagner la stratégie nationale portuaire française, qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Alors, on va parler donc dans cette session numéro 2 des ports et des plateformes portuaires et industrialo-portuaires, comme on va dire évidemment interface entre terre et mer, entre grandes routes maritimes et grands corridors stratégiques terrestres, mais aussi comme interface multi-acteurs et multi-échelles entre des intervenants très variés dans le monde du transport, dans le monde de la logistique, dans le monde de l'industrie, du numérique, de l'énergie, et de cette complexité et de comment on peut amener cette communauté vers les transformations durables, innovantes et vers plus de performance, et comment aussi le Global Gateway peut appuyer cette démarche. Donc, Madame Cabot, je vais peut-être vous poser la première question. Donc, évidemment, en tant que l'un des leaders mondiaux du transport maritime, mais aussi un acteur très important, majeur en fait aujourd'hui de la logistique, CMA-CGM est au cœur de toutes les transformations actuelles du secteur, la transition bas carbone, la résilience des chaînes logistiques. On a beaucoup parlé aujourd'hui des nouveaux équilibres, ou plutôt nouveaux déséquilibres mondiaux et de leurs impacts, les questions de protection de la planète, de biodiversité, de durabilité, mais aussi, et toujours, la question de la performance des chaînes logistiques et du transport maritime dans un environnement qui plus est inflationniste. Vous êtes aussi un investisseur majeur et vous êtes aux premières loges pour impulser la transition on va dire, du transport maritime, mais aussi la transition des grandes plateformes portuaires et des grands corridors économiques et grandes routes maritimes. Donc, peut-être question assez large, parce que votre expérience l'est aussi. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous présenter votre vision, en tant que groupe CMA-CGM, des plateformes portuaires durables, résilientes de demain ? Merci beaucoup. C'est un sujet très vaste et très complexe, et surtout qui est un sujet qui va... on est sur un chemin, là, on a emprunté un chemin de décarbonation. Le groupe CMA-CGM s'est engagé à être neutre en carbone à l'horizon 2050.
Alors, je ne vous cache pas que le plus gros challenge de cette neutralité carbone, il va se passer évidemment en mer, parce que c'est à la mer que l'impact carbone aujourd'hui de notre activité est la plus importante. Mais, bien évidemment, la terre et toutes les opérations terrestres sont aussi très importantes. Et ce sujet des opérations terrestres, il est d'autant plus important qu'il doit se faire en écosystème. Autant dans notre vision à la mer, il s'agit de trouver, de travailler sur nos navires, de travailler sur le fuel, l'énergie qu'on va utiliser pour faire avancer ces navires. En revanche, en terrestre, c'est un écosystème dans lequel les ports sont partie prenante, les partenaires logistiques sont partie prenante, les institutionnels sont partie prenante, et donc c'est un travail qui doit se faire à plusieurs. Alors nous, CMA-CGM, comme on fait escale dans 400 ports dans le monde, on a un peu toute la panoplie de ce qui peut se faire en matière d'avancée sur ces sujets-là. Nous sommes aussi, vous le savez, opérateurs de terminaux. Nous opérons 58 terminaux dans le monde. Donc, toute la partie terrestre va s'articuler autour de... Alors d'abord, il y a la connexion des navires à quai. On en parle beaucoup ici à Marseille. Je pense que c'est effectivement un sujet important. C'est, à mon avis, pas le plus important, mais c'est très visible, alors tout le monde en parle. Sur la connexion des navires électriques, des navires à quai, nous, on a environ 20 à 25% de notre flotte de 600 navires qui est équipée pour pouvoir se brancher à quai, et on se branche systématiquement dans tous les ports qui nous permettent de nous brancher. Et vous serez surpris de savoir que le port aujourd'hui dans le monde qui permet de se brancher le plus fréquemment, c'est le port de Shanghai. Et donc, très régulièrement, nos navires, en arrivant à Shanghai, nous nous branchons sur la connexion électrique à quai. En France, je sais que le port de Marseille a fait beaucoup de progrès sur ce côté-là. En Europe, il y a des ports qui se mettent en place. On a inauguré lundi un branchement à quai à Hambourg avec un navire CMA-CGM. Donc, c'est un sujet qui fait son chemin. C'est un sujet qui est très important. Tout est autant que l'électricité qui va être produite pour cette connexion électrique, elle sera verte. Parce que si ce n'est pas de l'électricité verte, on n'a fait qu'une partie du chemin. L'autre chose très très importante, c'est évidemment les engins, les équipements de nos terminaux. Et là, chez CMA-CGM, d'abord systématiquement dans nos terminaux, à chaque fois qu'un engin de quai devient obsolète, on le renouvelle avec un engin électrique ou à tout le moins hybride, de manière à préparer l'avenir. Et puis, on cherche toutes sortes de carburants. On teste des prototypes à l'hydrogène pour des engins de quai. On va tester des prototypes au biofuel pour renouveler toute la flotte d'engins de quai. Et puis, last but not least, il y a tout le sujet de la connectivité terrestre et des corridors terrestres. Chez CMA-CGM, les 2/3 de nos transports en carrier haulage aujourd'hui sont faits en mode massifié, c'est-à-dire en ferroviaire ou en fluvial. Et on essaye vraiment d'inciter nos clients à passer du camion au mode massifié chaque fois que c'est possible, partout où c'est possible. Parce que c'est une expertise particulière. Pas tout le monde ne sait comment faire pour passer du camion au train. C'est un peu plus compliqué de travailler sur du ferroviaire ou sur du fluvial. Et donc, il nous semble que c'est très très important pour que nous puissions accompagner nos clients, dire si vous avez envie de passer du camion au ferroviaire, nous, on va essayer de vous trouver des solutions pour le faire. Et cette connectivité terrestre, en France, on a des fleuves, il faut s'en servir. Et dans le monde entier, chaque fois qu'on peut travailler sur des solutions ferroviaires, on va le faire en partenariat, et là c'est très très important, avec les ports. Parce qu'il faut bien que ces connectivités-là, elles partent du port pour qu'elles puissent être efficaces. Si vous rajoutez des ruptures de charge ou des plateformes ferroviaires qui sont éloignées du port, en fait, c'est pas compétitif et ça peut pas marcher. Donc le sujet de mettre du ferroviaire et des embranchements ferroviaires à l'intérieur des ports est très important. Autre sujet très important sur cette connectivité terrestre, ce sont les relais, ce qu'on appelle les dry ports ou les plateformes terrestres, qu'elles soient fluviales ou ferroviaires. En France, on a par exemple la plateforme de Lyon, je pense que Thomas en dira un mot. Il faut qu'il y ait des relais, c'est-à-dire que du port jusqu'au point de livraison finale, on puisse avoir ce qu'on appelle en anglais des ICD, de manière à pouvoir effectivement massifier et avoir un point de consolidation, de regroupement
à l'intérieur des terres. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels nous, CMA-CGM, on est très actifs. Et je répète, c'est très très important, ce travail de décarbonation progressif qui doit être fait depuis la mer vers la terre et vice-versa, ne peut être fait qu'en écosystème, parce que on doit être tous ensemble, le port, la compagnie maritime, le logisticien, l'opérateur ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructures, de manière à pouvoir mettre en place une solution qui sera fluide et, j'insiste, qui sera économiquement soutenable. Parce que aujourd'hui, nos clients, ils ne sont pas encore tout à fait prêts à payer plus cher pour un transport vert. Et donc, ça veut dire que toutes les solutions qu'on va devoir mettre en place, il faudra qu'économiquement, elles soient soutenables. Merci beaucoup. Peut-être, donc je retiens l'idée de la décarbonation de la terre vers la mer et de la mer vers la terre et de ce mouvement finalement en écosystème où performance des chaînes logistiques peut rimer avec décarbonation, mais ça demande effectivement de tous aller dans le même sens et de travailler en écosystème. Peut-être de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous attendez de vos principaux partenaires, aussi de vos clients peut-être, ou fournisseurs, et de l'écosystème pour appuyer ou pour aller dans le même sens que les initiatives que vous prenez en termes de durabilité et de décarbonation? En fait, je dirais que chaque grande région du monde a ses propres forces et ses propres faiblesses. Donc nous, on essaye Alors déjà, travailler en écosystème, ça veut dire se mettre ensemble pour réfléchir et dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je disais tout à l'heure, se brancher à l'électrique, c'est très bien. Il y a des pays où l'électricité, elle est produite à partir de solutions qui sont carbonées. Et donc, en fait, on croit qu'on fait bien en se branchant à l'électrique, mais c'est pas si bien que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une part de l'électricité qui soit produite de façon renouvelable, la plus grosse part possible, évidemment. Donc ça, et ça, c'est un sujet de réseau, hein, de réseau électrique qu'il faut traiter. Et pourquoi pas travailler avec, et nous on est prêt à le faire en tant qu'opérateur de terminal, dans certains pays, à dire on va participer à financer une centrale à biomasse qui va produire de l'électricité pour le port, ou participer à l'installation de panneaux solaires, ou participer à alimenter avec une éolienne, là où c'est possible, l'électricité qui sera dédiée au terminal. Donc ce genre de travail, nous on le fait, mais il faut le faire avec l'écosystème et il faut le faire avec les institutionnels. Après, il y a un sujet aussi encore une fois, d'infrastructure, j'insiste, hein, parce qu'il y a des pays où, aux États-Unis, par exemple, le ferroviaire, c'est extrêmement développé. Et vous traversez le pays d'est en ouest majoritairement avec du rail. En Europe, c'est plus difficile de faire du ferroviaire parce que les infrastructures, parce que le fret marchandise n'a pas toujours très bonne presse dans certains pays d'Europe. Et pourtant, on a les moyens en Europe de pousser pour faire beaucoup plus de ferroviaire et beaucoup moins de camions. Il y a des sujets aussi européens autour du short sea, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du camion sur de la longue distance, on peut décider qu'on va mettre en place des liaisons maritimes. Et pour ça, si je peux un peu mettre les pieds dans le plat, aujourd'hui, le transport maritime, il est taxé avec des ETS à l'Europe, mais le transport routier n'est pas taxé. Donc on peut se retrouver avec un paradoxe un peu bizarre, que des solutions de short sea maritime vont finalement être taxées sur leur empreinte carbone, alors que de la solution tout camion intra-européenne, aujourd'hui, n'est pas taxée. Donc là, il y a des choses aussi sur lesquelles il va falloir encore travailler. Donc vous voyez qu'il y a des sujets réglementaires sur lesquels il faut qu'on travaille. Et puis il y a des sujets d'investissement. Et donc là, pour le coup, les gestionnaires d'infrastructures que sont les ports, les autorités portuaires, que sont les opérateurs ferroviaires, les opérateurs fluviaux, les gestionnaires d'infrastructures fluviales, il faut que tous ensemble, on puisse trouver les moyens pour donner envie à nos clients de passer du camion vers le massifié. Et le nerf de la guerre étant le coût, je reviens là-dessus, hein, aujourd'hui,
Ça va venir, hein, petit à petit, nos clients vont avoir envie de décarboner et avoir l'obligation et l'intention de décarboner de plus en plus. Aujourd'hui, payer plus cher pour un transport plus vert, c'est encore très très difficile on a encore beaucoup de mal à convaincre. Ça prend petit à petit, ça va être un chemin un peu long. Donc il faut qu'il y ait des déclencheurs, hein, de nouveaux systèmes. Nous, on veut bien, chez CMA-CGM, travailler à déclencher ces systèmes, mais il faut emporter avec nous l'écosystème, trouver des solutions, et après, il faut qu'elles soient appliquées pour le plus grand nombre. Merci beaucoup et merci de nous rappeler à nos responsabilités aussi de consommateurs et de toute la chaîne économique en la matière. On a beaucoup parlé d'écosystème. Rémi, Julien, vous, l'écosystème, c'est en gros votre métier, en particulier l'écosystème portuaire, puisque donc MGI est donc un opérateur de système communautaire portuaire, je pense en français, PCS. Comment vous-même et aussi vos clients, c'est-à-dire les membres de la communauté portuaire, appréhendez-vous les nouveaux enjeux d'intégration, de coopération pour accélérer la transformation vers des plateformes qui soient plus innovantes aussi, plus durables, plus vertes et surtout, et aussi et surtout peut-être plus performantes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire part de l'expérience de MGI en la matière? Okay, I will go for it in English because I would like to show respect to our friends from abroad that made the effort to hear some French people speaking with a strong accent. So I will speak about digital logistics, not digital in the sense of the side workshop that happened, which was more about cables, but digital logistics for ports. It's not a new topic. I mean, at ports, you have many stakeholders. You have shipping companies, shipping agents, terminal operators, freight forwarders, shippers, truckers, rail operators, barge operators, customs, police, port authorities, etc., etc. And they all need to talk to each other to handle port operations. A container from China to Europe, basically, you have roughly speaking 20 documents. If we only speak about Marseille, which is, let's say, a medium-sized port, you have 1.5 million per year, which is more hundreds per day. You cannot handle it if you don't have a digital solution. So it started really in the 80s, and every port today has a port community system, which is in between the private operators and the public authorities. And they are neutral, trusted third-party digital platforms to enable efficient port operations. So they exist today. We even have an international association called International Port Community Systems Association that is representing the concept. But it's a concept that has been more or less there for years and stable. At the national levels, things have started to move. Especially here in the area, we are now extending the port community systems to the hinterland. And this is driven by many things, but this is also driven by the need to proactively show solutions to the market to favor rail and barge transport. And without an easy solution at the digital level, it's always a little bit more difficult. Of course, a digital solution is not going to change the cost of the transport, but it enables it. So thanks to some nice sponsors, and thank you, Thomas, for that, we are now deploying, starting in June, a complete digital solution interland for all the Mediterranean ports, Marseille, Sète, Toulon, en France, to the Rhône, to the Saône, to Alsace, and also to the rail. So this is happening now, and it is good. It has to continue, and it's good to see that the investment that has been made at the port level finds its way in a broader national, even European level digital infrastructure. At the international level, not much is happening. But
there are still lots of things that I would like to illustrate that, in my view, show that we can be optimistic. So at the international level, there are lots of initiatives in terms of regulation. And regulation can be good or can be bad, but it's regulation that I think are good. At the EU level, a lot is happening. The Commission is very active. The Parliament is very active and is most of the time really pro-business, which is good for performance. An electronic maritime single window will be deployed next year. At the customs level, so we are currently at the middle of the implementation of the EU Customs Codes version 2. And the European Parliament has taken the position to simplify the customs systems with a, let's say, 15 years horizon. There was a statement saying that we could move from 112 different systems today to one. So probably it will not be one in 15 years from now, but clearly, slowly but surely, there is a trend to simplify. And this is at the EU level. And it's also an opportunity for digital, because it's easier to connect with one platform and to work instead of 112 platform. I would also like to mention the EFTI regulation, which is not specific to maritime, but which provides the right to economic operators to deliver their documents to authorities in digital format. It seems obvious today, but today you still have authorities in Europe that are requesting paper only and stamping. At the private level, I would like to mention, digital performance is clearly a key differentiator for economic operators. I think at CMA you probably invest massively in IT, and it's really a key element of the performance of your offer. All economic operators invest in that field and compete against each other to be the best provider of digital services to their customer. There was an initiative a few years ago of IBM and Maersk to create a sort of global platform to facilitate maritime trade, which was called TradeLens, which was probably too early because it failed. It didn't work. The IMO is changing also his position. I mean, not changing, but is moving. First of all, maritime single windows are mandatory from January 24. And they have recently, thanks to the work of our International Association of PCS, adopted PCS guidelines at the global level, so that the good practices that were established tens of years ago can be shared. So how to be more resilient, performant, and sustainable? Keep the ball rolling. I mean, we have the opportunity really to take opportunity of this standardization also at the global level, at the EU level, to really develop the PCS concept broadly. Ports don't talk to each other today. This is strange. Ports don't exchange data at all. It's only because private operators find a way to find the data. There's no infrastructure in place to do that. And we should take that direction, not only at the national level, but also internationally. And I think it's not going to come from a big world regulations. It's going to come from the market and some bottom-up initiatives, creating one corridor, then another one, to really create something that is a good digital network. And I have a last point, but I keep it for your next question. Thank you, Amit, for highlighting also that, of course, international regulations are important. They are key. They are the basics, but also this logic of corridors, where you have positive practices on the one side, which then leads to improve the performance and the IT, I would say, maturity on the other side is also a good way to disseminate these good practices, particularly in the global south. Maybe as a development agency, we consider it's very important also to support
the performance and the digitalization of ports everywhere in the world. Just want to mention that the AFD and the World Bank issued a study on the digital maturity of African ports, which I advise to everybody in the value chain that might have interest into that. Peut-être Nicolas Castel, j'en viens à vous. Donc la France a publié en 2021 une stratégie nationale portuaire. Elle consacre l'ambition d'avoir des plateformes portuaires en France qui sont de véritables hubs territoriaux et économiques à l'interface de nombreux enjeux dont on parle de toute la journée, la performance des chaînes logistiques, le développement économique des territoires, la transition écologique et énergétique, l'innovation, la transition numérique aussi. Évidemment, donc, ces enjeux requiert une coopération, on l'a déjà dit, poussée entre les acteurs, mais aussi une intervention de la puissance publique. Ça a été rappelé par les participants. Peut-être ma question aujourd'hui, c'est comment l'État français oriente et accompagne l'action des grandes plateformes portuaires maritimes en France et les communautés portuaires dans cette stratégie nationale entre transition verte, compétitivité, dans un espace aussi concurrentiel et en évolution perpétuelle et innovation. Voilà. Quelles sont aujourd'hui finalement la vision du ministère de la Transition écologique et aussi le type d'accompagnement que vous apportez aux acteurs portuaires? Je vous remercie pour votre question qui est effectivement très vaste et dans laquelle on voit l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs portuaires. Donc je vais un peu présenter dans les grandes lignes la stratégie qui est portée par le ministère et dans laquelle on va voir que tous les enjeux qui ont été évoqués ici apparaissent. Donc comme ça a été rappelé, donc la France, peut-être un petit peu de contexte sur la façon dont sont structurés les ports en France. Donc il y a un certain nombre de ports qui sont sous tutelle de l'État, donc en particulier du ministère en charge des Transports, que je représente aujourd'hui. Et en plus d'assurer la tutelle de cet ensemble de ports, en fait, l'État est aussi rédacteur de la stratégie nationale portuaire qui a été évoquée, qui est en fait un document qui donne les grandes orientations de l'ensemble du système portuaire français, qui a été réalisé avec l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient étatiques, régionaux ou les filières professionnelles. Et en fait, cette stratégie dite nationale portuaire, c'est un petit peu la catalyse de l'ensemble des stratégies nationales qui sont à chaque fois sectorielles. Donc nationalement, on a des stratégies énergie-climat, on a des stratégies sur le fret ferroviaire, des stratégies sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique. Et en fait, cette stratégie portuaire, elle décline un petit peu l'ensemble des stratégies sectorielles sur un thème au monde portuaire. Celle qui a été présentée en 2021, elle a été axée autour de 3 axes principaux. Donc il y a un axe qui est plutôt la performance des chaînes logistiques, donc essayer d'augmenter la part de marché des ports français en ce qui concerne les marchandises acheminées dans l'interland français. Il y a une part qui est plutôt liée au développement économique, donc des écosystèmes territoriaux, donc plutôt la structuration de l'interland ou des zones industrielles portuaires avec la création de nouvelles filières ou l'accompagnement de nouvelles filières. Tout un axe qui est lié à l'accélération des transitions énergétiques et environnementales et la façon dont les ports peuvent contribuer à ceci. Et enfin, tout un axe lié à l'amélioration de la qualité du passage portuaire, donc plutôt en lien avec la numérisation et digitalisation des pratiques. Et en fait, un peu sur ces 4 axes, on voit déjà qu'on couvre des enjeux qui ont été évoqués précédemment, donc soit des enjeux plutôt de développement économique des ports, de report modal d'offres de services une fois le passage portuaire passé, donc à terre, toutes les questions de numérique comme j'ai à présenter. Et peut-être pour donner un exemple un peu plus... Donc c'est assez large, ce qui est couvert par le périmètre ministériel. En fait, pour chacune de ces actions, on va avoir des actions et des modalités d'action très différentes. Il y a pour certains investissements, par exemple, en ce qui concerne l'électrification à quai qui a été évoqué, il va directement avoir des financements qui viennent de l'État et dans lequel, entre guillemets, en plus d'un objectif ou d'une déclinaison d'un objectif, le ministère des Transports arrive avec des financements. Et pour d'autres actions, ça peut plutôt être des rôles de coordination avec l'ensemble des acteurs. Ça a été quand même bien évoqué. Si on parle par exemple plutôt de décarbonation du maritime, qui est un champ très vague, mais de la contribution que les ports peuvent apporter à cette décarbonation du maritime, ça a été très clairement évoqué, qu'il y a vraiment des véritables écosystèmes qui ont besoin de mettre en place pour la production
nouveaux carburants pour leur transport, pour l'avitaillement. Et là-dessus, ce que peut faire l'État, c'est, du moins dans les stratégies actuelles de l'État, c'est de prendre part à des partenariats public-privé dans lesquels, CMA-CGM est clairement l'acteur privé le plus impliqué en France à ce sujet. Mais il y a, pour ces sujets-là qui nécessitent de faire monter en compétence tout un écosystème, l'État intervient, on va dire, un peu en ensemblier et en apportant une partie des financements. Donc, par exemple, pour cette décarbonation du maritime, il y a 1,5 milliard qui avait été annoncé par le président Emmanuel Macron en novembre 2023, avec 500 millions du public et 1 milliard du secteur privé. CMA-CGM assure une partie importante. Donc, c'est un exemple en particulier. Après, il y a des exemples de projets. Aropa, on a présenté ça tout à l'heure. Mais je pense que ça répond un petit peu à la philosophie générale de l'action du ministère en charge des Transports sur le périmètre de l'ensemble des ports. Pour avoir des détails un peu plus précis sur projet par projet, par exemple pour l'énergie, je pense qu'on va avoir une belle table ronde tout à l'heure. On aura le directeur général du port de Marseille qui pourra présenter, je pense, très précisément certains projets. Merci. Et effectivement, on parlait du côté mer et du côté terre de la décarbonation, mais le côté mer se joue aussi côté terre, puisqu'évidemment l'approvisionnement en carburant, on en parlera je pense aussi tout à l'heure, appelle à la mise en place de chaînes de valeur et de chaînes d'approvisionnement côté terre. On a beaucoup parlé d'Interland et de l'importance de cette connexion par des moyens qui soient à la fois performants économiquement et durables d'un point de vue écologique, avec les grands corridors stratégiques, terrestres, en l'occurrence fluviaux, puisqu'on parle de l'axe Rhône-Saône. Donc du coup ma question s'adresse à vous, Thomas Sammarco. Donc la CNR, vous allez peut-être nous redire un petit peu ce qu'elle est. En tout cas, elle est un acteur majeur de la chaîne logistique le long du corridor rhodanien, aussi un acteur énergétique. Du coup, comment cette expérience qui est basée sur finalement une exploitation intégrée de la ressource exceptionnelle qu'est le Rhône, vous permet d'appréhender votre rôle au sein de corridors logistiques qui soient en effet durables, verts, efficients, performants et intégrés. Voilà. La question est vaste. Ça va me permettre de décrire un petit peu ce qu'est la CNR. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer justement à cet événement pour contribuer au débat justement sur la question de l'Interland et de sa gestion. La Compagnie nationale du Rhône, c'est une idée ingénieuse de l'État, comme quoi il y en a souvent des idées ingénieuses, au XXe siècle. C'était de se dire on a besoin de développer économiquement cette vallée du Rhône, mais l'État n'avait pas les moyens financiers à consacrer ce développement économique. Et il a considéré que le fleuve avait une force motrice, que cette force motrice permettait de produire de l'électricité, de l'hydroélectricité en l'occurrence, et qu'à partir de la valeur de cette création de richesse, on allait pouvoir financer en propre le développement de la navigation, le développement de zones portuaires pour favoriser le développement économique des territoires. Il y a également aussi des sujets sur l'agriculture. Et c'est comme ça qu'est née cette entreprise au début du XXe siècle, avec aussi une autre particularité dans son capital, puisqu'elle a un capital qui est réparti entre une petite majorité publique, c'est le groupe Caisse des dépôts, et une série de collectivités, à peu près 180 collectivités territoriales. Et on parlera aussi peut-être un petit peu du sujet des collectivités locales, parce qu'elles ont aussi toute la place dans cette chaîne logistique. Et un groupe énergétique depuis le début des années 2000, c'est Gérard Mestrallet d'ailleurs qui avait eu cette clairvoyance, qui est aujourd'hui géré par le groupe Engie. Donc la CNR, c'est finalement une participation publique-privée, c'est 3 missions solidaires, la production d'énergie, et qui permet de financer 2 missions de service public, la navigation et l'irrigation. Donc c'est un modèle qui est assez vertueux et qui permet aussi justement d'accompagner l'ensemble des parties prenantes sur ce territoire. Je rappelle que ce fleuve Rhône traverse quand même la première région industrielle française, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, aboutit au port de Marseille, qui est le principal port méditerranéen français, avec également des fonciers qui ont une vocation industrielle majeure pour notre pays.
Donc c'est tout ça, c'est cet écosystème finalement favorable qui fait aussi cette spécificité parce qu'aucun autre fleuve dans le monde n'est géré de cette façon-là. Et ce que je veux dire aussi par rapport à Marseille et par rapport à ce port, c'est qu'aucun autre port en Méditerranée ne dispose d'un hinterland avec un tel fleuve, un tel corridor ferroviaire. Et je pense que ce sont des atouts qu'il faut savoir valoriser et mettre en place. Alors, la CNR a créé, a développé 17 plateformes portuaires entre Lyon et la Méditerranée. Le principal est le port de Lyon, dont a parlé Christine, qui est un port majeur au niveau intérieur en France, qui développe des activités assez larges, hein, des activités sur le vrac, des activités sur le déchet, des dépôts hydrocarbures, qui sont d'ailleurs alimentés par un pipe depuis Fos, et puis une activité conteneurisée importante. J'y reviendrai peut-être dans la deuxième question. Toutes les plateformes que nous avons développées sont aussi des plateformes que nous avons reliées au fer. Et ce qui est important sur le développement du multimodal dans un hinterland, c'est cette complémentarité qu'il faut construire, elle n'est pas naturelle, entre le transport fluvial et le transport ferroviaire. Ça répond de l'enjeu de décarbonation des transports, ça répond aussi de l'optimisation du développement industriel des territoires. Et nous avons pu justement aussi, finalement, au-delà de raccorder de façon ferroviaire ces plateformes, travailler sur leur électrification, justement pour renforcer la performance de ces différentes plateformes. Donc c'est cet écosystème que nous avons réussi à construire. Nous le faisons donc en lien avec les territoires. La place que les collectivités ont au capital de la CNR et dans sa gouvernance facilite les choses. Notre relation avec les collectivités locales, et je pense qu'elle est aussi essentielle, parce que quand on parle d'un port, je parle notamment des ports intérieurs. On parle de l'acceptabilité aujourd'hui de ces ports dans le développement urbain. Et donc ça se construit avec le territoire. On travaille également à l'optimisation des flux, parce que quand on parle de ferroviaire et de fluvial, il y a toujours derrière du routier pour le pré- et le post-acheminement. Et donc comment est-ce qu'on organise aussi de la façon la plus intelligente possible pour renforcer la performance de ces flux, la facilité d'accès de ces flux routiers pour faire cette logistique aussi du dernier kilomètre qui est essentiel. Donc voilà, pour faire ce report sur le fleuve et sur le ferroviaire, il faut également travailler justement cette bonne interaction entre les territoires et leur politique justement d'accessibilité pour ces infrastructures essentielles à l'économie qu'elles représentent. Merci beaucoup. Je pense qu'on dresse un petit peu en pointillé, à travers vos différentes interventions, l'ensemble des solutions et des activités qui permettent en effet d'avoir déjà aujourd'hui et puis d'aller vers plus encore vers ces plateformes portuaires et ces corridors à la fois maritimes et terrestres qui soient durables, performants et résilients, avec beaucoup de solutions que vous avez tous évoquées, beaucoup d'initiatives, mais chacun aussi dans votre on va dire cœur et corps de métier et avec les fonctions qui sont les vôtres. Et dans tous les cas, on sent bien qu'il faut travailler ensemble et qu'il y a une très forte synergie et besoin de coopération au sein de ces écosystèmes. Et du coup, ma question à vous tous, la deuxième, pour parler un petit peu de l'avenir, parce que ces transitions, elles sont en cours, elles doivent aller plus loin. C'est un petit peu, finalement, quelles sont les modalités de partenariat, de collaboration, de coproduction peut-être, de gouvernance multi-acteurs qui, aujourd'hui, on peut envisager pour accélérer les transformations souhaitées vers, donc on a parlé de la décarbonation, mais aussi, on va dire, la performance des chaînes logistiques, la résilience des chaînes logistiques, et puis aussi le développement socio-économique autour de tout ça. Et si vous le souhaitez, je vous propose aussi de réfléchir à la fois à notre environnement français et européen, mais aussi, quelque part, à la manière dont ces partenariats peuvent permettre de nous projeter dans l'esprit du Global Gateway vers les partenaires extra-communautaires et les grands partenaires stratégiques de l'Europe, en Asie, en Afrique ou en Méditerranée.
peut-être, je propose de garder le même ordre, donc Mme Cabot. Donc, effectivement, on a vu que pour être efficace sur ces sujets de décarbonation et pour aller vite, il faut travailler en écosystème. Pour travailler en écosystème, il faut qu'il y ait quelqu'un une entité qui réunisse autour d'elle et qui soit une espèce de tour de contrôle pour faire avancer les sujets. Moi, je pense que les interfaces les plus efficaces sur ces sujets-là, c'est probablement les ports. Parce qu'ils sont à la limite entre la terre et la mer dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont des acteurs qui doivent être de plus en plus importants et de plus en plus actifs de leur hinterland. Et par conséquent, il me semble que la tour de contrôle portuaire, pour réunir autour d'elle l'ensemble des parties prenantes et dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite, ça me semble tout à fait pertinent. Après, donc ça, c'est pour moi le sujet, c'est il faut une tour de contrôle. Et en Europe, on voit très bien comment sont organisés. Vous n'avez qu'à regarder la carte des corridors RTET de l'Europe. Ben, vous avez des chemins ferroviaires qui sont organisés autour de ce qu'ils appellent les core ports. Et donc, il y a des ports et des chemins. Et donc, quand on regarde ces cartes-là, on se dit, mais oui, en fait, c'est assez évident de voir comment ça doit être organisé. Les acteurs privés que nous sommes, comme CMA-CGM, nous, d'abord, on a une expertise qu'on peut partager parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est présent dans 400 ports dans le monde. Donc, on voit ce qui se fait ailleurs. Et donc, on peut très bien être source aussi d'informations pour dire voilà comment ça se passe aux États-Unis, voilà comment ça se passe en Chine, voilà comment ça se passe en Amérique du Sud, et pouvoir apporter ce partage des best practices, parce que tout le monde est très actif sur ces sujets de la connectivité, de la résilience des chaînes logistiques, et tout ça, en fait, ne serait-ce qu'en parlant d'efficacité opérationnelle et de fluidité, on fait de la décarbonation. Parce qu'il n'y a rien de pire pour créer de la dépense de CO2 en plus que des routes qui ne sont pas fluides, qu'un port congestionné. Ça, c'est le pire. Donc, déjà travailler sur la fluidité, c'est déjà un grand pas. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que le transport maritime, on ne peut pas passer par le canal de Suez, par le sud de la mer Rouge. On est obligé de faire le détour par le cap de Bonne-Espérance à cause de la sécurité au sud de mer Rouge avec les attaques Houthis. Ben ça, pour la décarbonation, c'est une catastrophe. Parce qu'on allonge le voyage maritime systématiquement de 8 à 15 jours. Et donc, pendant 8 à 15 jours, on consomme du fuel. Et c'est une catastrophe. Et donc, c'est un manque de fluidité dans la chaîne logistique qui a un impact important sur la décarbonation. Donc, travailler sur la fluidité, travailler sur l'efficacité opérationnelle de ces chaînes-là. Il y a une autre chose que je voudrais dire qui est très important, c'est de se mettre d'accord sur la mesure. Parce que chacun y va de qu'est-ce que c'est qui est le plus important et le plus urgent à décarboner. Donc, déjà, se mettre d'accord sur le fait de comment est-ce qu'on mesure, et une fois qu'on aura mesuré, se rendre compte que le plus important les points les plus importants sur lesquels il faut travailler, c'est peut-être pas ceux qui sont les plus visibles. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont très consommatrices d'énergie fossile et très émetteurs de CO2. Et ça fait des années que nous, on dit, par exemple, que pour aller dans un point du nord de l'Europe, quand vous venez de Chine, en matière de décarbonation, il vaut mieux passer par le port de Marseille et par le sud et faire un train qui remonte jusqu'en Allemagne que de faire tout le tour et d'arriver. Donc la route la plus maritime, la plus qui saute aux yeux, c'est peut-être pas la plus appropriée pour la décarbonation. Et cette histoire de mesurer et de mettre en place des routes alternatives en utilisant le report modal. Et alors de ce côté-là, il me semble que le continent européen se prête très très bien parce qu'il a 2 entrées maritimes, une au nord, une au sud, avec des grands ports. Et donc, on peut faire ce type de changement, de proposer des routings alternatifs et de faire... Voilà, donc il y a ce sujet de la mesure qui me semble très, très important. Donc, ce sujet de tour de contrôle, ce sujet de la mesure,
ce sujet de partager l'expérience internationale. Il se passe des choses ailleurs qui sont très bien. Il faut qu'on puisse échanger là-dessus, prendre ces take the best from everything you can see. Je dois dire que sur ce sujet-là, les Chinois sont très en avance, très en avance. Ils font beaucoup de choses sur la production de biocarburants. Je parlais tout à l'heure de l'électrification des quais au port de Shanghai. Tous les quais sont électrifiés. Et donc, tous les navires peuvent s'y brancher à condition d'être équipés. Donc voilà, il se passe des choses ailleurs qui sont très efficaces. Profitons de cette expertise parce que la décarbonation, c'est un enjeu planétaire. Donc, il n'y a pas de concurrence sur ces sujets-là. Et donc, ça me semble très important. Merci. Ouais, merci. Rémi, Julien, sur les partenariats, la nouvelle manière de faire des partenariats, peut-être aussi la manière dont la digitalisation peut permettre peut-être d'aller vers plus de durabilité, plus de traçabilité pour les chaînes logistiques. There's one very important point I did not mention in the first place, and I would like to use the opportunity to mention it again and again. It's cyber. The French Association France Cyber Maritime has registered last year 620 attacks on the maritime worldwide. And this is only the top of the iceberg. This is only the public ones. It's stable in terms of, let's say, cybercrime, ransomware, etc. But it's increasing in terms of activist or state-driven attacks. So if we speak about resilience, it's, of course, finding solutions to the Red Sea problem, but it's also how to be more resilient digitally. And I realized that the level of awareness in our ecosystem has increased in the recent years. Maybe not up to the increase in the threat, let's see. But it definitely deserves to be reinforced. I would like to mention one EU initiative, which is the so-called NIS2 regulation that will come into force end of this year and beginning of next year, which will now consider our domain, maritime transport, as fully part of the regulation, which was not the case before. And this regulation is asking the economic operators to comply with a set of 22 rules. And I would recommend anyone to really have not at the IT manager level, but at the management level, to look at that and to take that seriously. And bringing this topic back to the port community system model I represent, which is not new, we are fully convinced that this, let's say, intermediation platforms that we are is bringing resilience, actually, to the ecosystem. Because it's neutral, it's sovereign, and I have many examples of customers that have been attacked that could continue their operations thanks to the existence of this infrastructure. So I'm not answering your question directly, but I would like, in terms of resilience, I mean, I'm not inventing this. This is a key challenge in the next years. And I know that some people in the room have been attacked and are really aware of what the damage it could do. So my point is that continue to invest in port community systems, not only for performance, but also for sovereignty and resilience. Thank you for underlining this tremendously important point of cybersecurity and of digital resilience, and also that resilience is also in the process and how you can collaborate as a system which allows resilience. Maybe Nicolas, the question also for you as a government. You are also a partner, and what is the kind of partnership and maybe the new collaboration, mais je vais finir en français, modèle collaboratif peut-être que l'État français développe et souhaite développer à l'avenir. Je vais un peu reprendre, ça va un peu faire écho avec ce qui avait été présenté à l'instant par Christine sur le fait un peu de le port qui est un peu au bon niveau.
de l'écosystème, à la fois l'interface avec l'État et ses politiques nationales de par sa tutelle, à la fois en lien avec les collectivités territoriales, les régions, les acteurs économiques dans le cadre des zones industrielles-portuaires qui sont présents, les acteurs de réseau qui fournissent ces différentes utilities qui sont assez cruciales. Et en fait, je pense que, ce que j'aimerais prendre en fait, une direction en fait qui est poussée notamment par le ministère des Transports, c'est de renforcer ce rôle de port aménageur pour qu'en fait à ce niveau-là, qui est un peu le bon niveau, on puisse être des bonnes décisions d'investissement pour savoir si dans tel port on développe telle industrie. Par exemple, on pense à la filière de la batterie à Dunkerque où il y a un écosystème entier qui structure avec une part des acteurs qui font une partie du traitement des matières premières, ensuite la première partie des productions, des composants pour ensuite avoir les batteries et in fine l'industrie automobile derrière. Donc il y a vraiment des logiques industrielles, territoriales très fortes dans ces zones-là qui sont permises un peu par ce niveau. Et donc là, je parle plutôt pour les ports, donc on exerce la tutelle au sens... après, il y a évidemment un certain nombre de partenariats dans lesquels l'État intervient directement à un niveau un peu plus élevé dans le cadre de stratégies nationales. Et là, ça peut être des réponses un petit peu différentes qui peuvent plus être de changer un peu les mécanismes de marché pour avoir telle ou telle filière se structurer. Toujours un peu survolant les e-carburants, si on parle plutôt de la filière production d'hydrogène décarboné, donc en amont, il y a de fait une stratégie nationale et qui a un certain nombre de volets qui permettent de faciliter le lancement de ce type de filière avec notamment des aides financières conséquentes pour un certain nombre de premiers projets pour un peu lancer une filière. Encore une fois, ça va dépendre énormément des domaines et des champs d'application, mais ce sera un petit peu les deux mots que je pourrais avoir aujourd'hui avec la casquette Grand Port Maritime et avec la casquette administration centrale. Merci. Et Thomas, peut-être, vous qui êtes présent sur un grand territoire et auprès d'une large diversité d'acteurs, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des... C'est bon, je crois que c'est bon. Ce que je voudrais dire par rapport justement à ces enjeux de coopération et de renforcement des synergies, je vais revenir sur le sujet de cet Interland et de cette massification des flux. Aujourd'hui, il faut reconnaître, on a un outil très performant, on a un très bon outil, pour autant il est sous-utilisé. Donc il y a un vrai sujet de mobilisation de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que ce report modal sur le fluvial, sur le ferroviaire, puisse se faire de façon la plus dynamique possible pour répondre aussi à des enjeux internationaux de porte à porte avec une décarbonation la plus forte possible dans l'ensemble de la route commerciale, sans parler simplement de la partie maritime. Et force est de constater que sur notre axe, on a quand même beaucoup de chemin à parcourir pour être au rendez-vous. Le report massifié est assez faible aujourd'hui parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a un modèle économique. Christine le rappelait aussi fort justement, tant qu'il n'y aura pas un différentiel de prix entre le fluvial, le ferroviaire et le routier, forcément, les acteurs économiques préféreront encore le choix de la raison économique. Pour autant, nous travaillons d'arrache-pied avec le Grand Port de Marseille notamment, mais aussi avec SNCF Réseau, VNF, et bien sûr sous l'égide de l'État. Nous travaillons nous accompagnons le GPMM sur la définition d'un schéma directeur qui va définir un petit peu les orientations de réindustrialisation de notre territoire et donc par là même finalement des besoins de logistique et de massification des flux. On travaille sur des sujets de numérisation, Rémi en parlait tout à l'heure. Et puis en propre au niveau de CNR, je vous disais qu'on avait la responsabilité sur nos ports. Nous avons aussi lancé tout un processus de remise en concurrence de nos ports intérieurs, celui de Lyon, mais aussi ceux de la vallée, que sont celui de Vienne, Valence et Arles, pour ne pas les citer, dans un objectif précis. Nous avions un système qui avait été défini dans les années 80-90 où l'ensemble de la chaîne logistique maritime mondiale était très différente. Il n'y avait pas de place pour des acteurs privés pour toute la question de la manutention à l'époque. Or aujourd'hui, les choses ont changé.
Les ports maritimes ont évolué, mais les ports intérieurs aussi. Et il y a une attente plus forte, justement, de la part des faiseurs de volume, des donneurs d'ordre, pour pouvoir aussi être en capacité d'agir sur ces volumes. Et donc, nous avons relancé ces ports, nous avons mis en concurrence ces ports dans cet objectif de renforcement de la performance sur la massification des flux, mais d'accompagnement aussi de la performance du port maritime, parce que finalement, ce qui sera performant sur l'Hinterland renforcera la performance du port maritime. Donc, c'est toute cette coopération, et on s'appuie aussi sur, finalement, un travail en commun qu'on a mené depuis déjà une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, l'association Medlink, que j'ai l'honneur de présider, mais que Christine a présidé avant moi, était déjà là pour faire en sorte que nous travaillions dans la même direction pour essayer de valoriser finalement les atouts de nos infrastructures pour répondre à ces enjeux industriels, pour répondre à ces enjeux de décarbonation et pour répondre à ces enjeux d'attractivité. Et ça se fait en lien entre acteurs privés et acteurs publics. Merci beaucoup Thomas. Je pense que c'est non pas une conclusion, parce qu'on va laisser la parole à la salle, mais en tout cas un message fort. Je pense qu'on a quelques minutes pour prendre des questions ou des remarques et des commentaires de la salle. Donc n'hésitez pas, on va vous faire passer les micros. Merci beaucoup. I will speak in English if I may. My name is Hede Wams. I'm from the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands. So many of these discussions that we've just heard sound very familiar to us. Of course, the Netherlands is quite a small country, very densely populated, and we have a few major ports in our country, including, of course, the port of Rotterdam, but also others, such as the port of Amsterdam. What we are seeing right now in the Netherlands is increasing discussion around the tension between environmental legislation and increasing regulations on the one hand, and then competitiveness, of course, on the other. And this, especially combined with a lack of space, is giving some issues for our ports. At least those are the signals that they give us. So my question to you would be, how do French partners try to tackle this tension? Maybe also for Madame Cabot of CMA CGM, what would you like to see from governments in terms of legislation and regulation? And maybe also from my colleague at the French ministry, what do you try to do to make sure that French ports stay competitive or become more competitive? Thank you. So, what we see worldwide is the fact that port capacity is not going to be able to expand much because of this constant conflict between environmental regulations and what to do to increase the port capacity. New projects are very few, especially in the Western economies. But even in Asia now, there is a limitation on what you can do to build bigger and bigger ports and new ports. This means that what needs to be done is to enhance the efficiency of the existing capacities. What can we do to have a bigger throughput with the same quay length? And this goes into the solution for that is for digitalization, using more artificial intelligence to enable better performance with the existing infrastructures. And in our view, this is going to be a major challenge in the years to come. More efficient ports with the same or close to the same
infrastructure capacity, because it will be very difficult now in Europe, in the United States, but also now in Asia also to build new ports. So this is the challenge, but I'm convinced, and at CMA CGM we are convinced that we can do more with less. And doing more with less is the essence of sustainability. So it is a challenge, but it is also the solution. And again, this goes, and AI is there to help us with that. So we are investing a lot at CMA CGM in having numerical twins to be able to analyze the deficiencies of terminal at each part or on each part of the chain, and making sure that we can improve on these deficiencies. So again, capacity is what it is, and will probably be very, very constrained in the years to come. But we should be able to do more with less. As a complement, like from the perspective of the French Ministry of Transportation, we do share the same issues you have, that at the same time, to decarbonize our industry, we are asking ports to try to find space to add new industries that were not here before, to produce offshore wind turbine, to assemble them, to produce decarbonized hydrogen, solar panels in Marseille, and so on. So there's a huge pressure to add a lot of new industrial facilities, and we also still have new logistic facilities which are planned in the different ports. And at the same time, we also have national legislation to try to reduce the space used by new constructions over the entire territory, to try to protect as much as possible the biodiversity we have in the different natural space that are next to the port. And the solution for this is not trivial, of course. Let's say that at a national level, legislation-wise, what we try to do is to simplify as much as possible the procedures that are required to preserve the biodiversity, and to make it compatible with the fact that we want to be able to build industrial plants faster than we used to. And at the level of the port, there are various strategies, but one interesting strategy that is used now is to propose to the industrial partners that want to build their factories to offer at the same time the field that will be used for the factory, but also some spaces that will be used for environmental compensation as a package to make it more attractive, because today an industry that wants to go somewhere needs very high environmental standards, and a way to do this is this sort of packages that can be done. It's not perfect, but it's one of the solutions that are used to try to, at the same time, meet our different environmental objectives. Thank you. So, if you allow us, for the sake of course, keeping up with the schedule, we will end the session here. I would like to thank once again all our panelists. Thank you very much for these insights. And Yann, let it over to you. Thank you very much. Thank you very much, Reda, for your...